Lové dans son image antique et mystérieuse, Sauve n'en est pas moins ancré dans sa réalité du XXIe siècle. Point de vue, rencontres et réflexions croisées entre Sauvins d'ici et d'ailleurs autour de leur propre expérience du village et de la mémoire qu'ils en gardent, avec aussi quelques voyages éclairs dans d'autres dimensions, comme ce premier périple dans l'espace-temps. Car si le Sauve d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier, son passé habite bel et bien son présent. Un survol rapide de son histoire nous conduit là où tout aurait commencé, c'est-à-dire au-dessus du village et au bord de la mer des Rochers, où nous retrouvons Armand Boya, un familier de l'endroit. Le site sur lequel nous nous trouvons est un plateau calcaire qui domine l'amphithéâtre de Sauve et il a sans doute bénéficié d'une occupation assez ancienne et certains disent même que le vieux village de Sauve était dans le site actuellement derrière nous. Alors, de ce site, il reste un certain nombre de vestiges qui sont encore parfaitement visibles, comme par exemple le château, qui était le château occupé par la famille des Bermond. On trouve sur l'emplacement de ce château le Castellas, qui est une redoute qui a été construite pour défendre le village des incursions des protestants, des Camisards, par exemple. Donc on trouve aussi le château sur lequel nous nous situons actuellement, qui est le château de Roquevert. Et ce château a sans doute bénéficié d'une occupation très ancienne que l'on peut identifier, en particulier à partir de fragments de tuiles anciennes, des tégulas qu'on a retrouvés sur ce site. Il y a aussi l'emplacement du Clos Saint-Jean qui a gardé ce nom et sur lequel se trouvait vraisemblablement l'ancienne église du village de Sauve lorsque ce village occupait le plateau qui est actuellement derrière nous. Donc il y a beaucoup d'hypothèses concernant cette occupation. Et notamment celle selon laquelle les premiers Sauvins se seraient d'abord installés au bord du Vidourle avant d'aller se mettre à l'abri sur les hauteurs pour organiser au fil des siècles leur installation au bord du fleuve. C'est ce que laisserait supposer le sondage archéologique récemment effectué au cœur du village et qui révèle une présence humaine datant du VIe ou Ve siècle avant Jésus-Christ. Quoi qu'il en soit, l'amphithéâtre de Sauve pose le décor de son histoire, hanté par un passé évanoui jusqu'au IXe siècle sans laisser de traces écrites, mais également habité dans ses maisons, dans ses enceintes, par une prospérité manifeste au Moyen-Âge qui l'amène à son apogée au XIIe siècle, avant de lui faire connaître le déclin à la fin du XIIIe, provoqué par les chaos secondaires de la croisade des Albigeois. Chassée dans la foulée, la communauté juive nous laisse comme seule trace de son existence les vestiges de la synagogue au cœur du village, ainsi que des mentions du cimetière des Juifs dans des actes du XVe siècle. Une histoire hantée par le mystère, habitée par la prospérité suivie d'un déclin temporaire, avant d'être frappée bien plus tard par la guerre des Camisards qui gronde dès le début du XVIIIe siècle, marquant le village durant 2 siècles et demi du sceau de la division entre catholiques et protestants. Les guerres de religion ont duré à Sauve largement pendant la guerre et même après. Il y a eu une bagarre sanglante qui s'est terminée par la mort d'un gamin, mais alors génération d'avant, la génération de ma mère. Des gamins qui se battaient à coups de pierre, puis un jour, il y en a un qui restait sur le carreau. Alors là, quand même, les adultes ont réfléchi, ils se sont dit que le jeu allait un peu trop loin, qu'il fallait que ça cesse. Il y avait à Sauve la place rouge, qui était en bas, la place Florian, et en haut la place Blanche. Puis c'était très marqué. Le siège du Parti Socialiste était en bas, au premier étage du Café du Commerce. Et en haut, on était autour de l'église. Les gens se mélangeaient, se côtoyaient, mais il y avait quand même un clivage. Les gens allaient à la boucherie protestante ou à la boucherie catholique. Il y avait un boulanger plutôt pour les protestants, un boulanger plutôt pour les catholiques. Il y avait du tiraillement. Il y avait une école libre avec probablement la moitié des gamins du village qui allaient. Et
pour avoir joué avec des petits copains qui étaient élèves dans cette école, je me rendais compte, même en étant gamin, que parfois on racontait un peu des tadaneries sur les protestants. Alors moi j'étais protestant, évidemment, je trouve ça curieux quand même. C'est quelque chose qui est, pour moi, c'est quelque chose de désagréable, même d'en parler maintenant, c'est désagréable de voir qu'il y avait une espèce de séparation du catholicisme et du protestantisme. Il ne fallait pas que les catholiques se marient avec des protestants ou vice-versa. Et chez moi, dans ma famille, il y a des catholiques qui se sont mariés avec des protestants. Ben, au début, il y a eu un peu de tyrannie, mais puis après, les choses se sont arrangées. Ils ne se regardaient pas d'un très bon œil, mais bon, ils étaient obligés de cohabiter. Ma mère catholique, mon père protestant. Et on les a mariés, on disait comme ça, mais c'est pas tout à fait vrai, derrière l'église. C'est-à-dire qu'on traversait dans l'église et on allait se marier dans la sacristie. On n'avait pas droit à se marier là où on se mariait, dans l'église. On se mariait légèrement derrière. Hein. Oh là là. Voilà. Il y a eu des gens qui ont eu leur vie brisée. Parce qu'on a empêché les mariages, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Oui, puis pendant la guerre, ça a changé. Et après la guerre, il faut être né comme nous avant 39 pour le savoir. Alors, ça a changé sur beaucoup de choses. beaucoup. Ça a changé sur ça, premièrement, mais surtout sur la fraternité. La camaraderie. La camaraderie, tout ça, ça a été... Vous regardez pas, même. Moi, j'ai des souvenirs par rapport à ça qui m'a énormément marqué, parce qu'on n'était pas baptisés. J'ai le souvenir d'avoir entendu des parents dire à nous petits, et dire à ma mère, n'allez pas vous amuser avec ces enfants-là, parce que ce sont les enfants du diable. Moi, j'ai des souvenirs de ça. Ça m'a vraiment marqué quand j'étais gamin, ce genre de choses-là. Et moi, en définitive, je n'étais rien du tout, parce que ils m'ont laissé grandir. J'étais enseignée, malgré tout, j'avais quand même un enseignement religieux. Et donc, c'est à l'âge de 21 ans, je me suis fait baptiser par immersion à l'église de Pentecôte où je vais. Et je me souviens, je devais avoir une dizaine d'années, 10 ou 11 ans. J'étais avec mes camarades dans la cour de l'école. Et puis, nous étions en train de jouer. Et puis, il y en avait une qui était un petit peu la chef de bande. Et elle dit, oh ben tiens, elle dit à toutes des petites filles, nous étions peut-être 6 ou 7. Qu'est-ce que tu es, toi ? Alors une disait catholique, et toi tu es protestante. Et elle se tourne vers moi, elle me dit, et toi? Elle me dit, tu es rien du tout, tu es païenne. Alors on ne va pas te jouer, tu joues pas avec nous. Et encore aujourd'hui, il y a peut-être, ça se voit pas, mais il y a certainement quelques réticences encore. Né après la guerre des Camisards, donc au sein même de la division, Florian s'est plutôt inspiré des lumières de son siècle. Florian, moi, c'est quand même une personnalité de Sauve extrêmement intéressante pour des tas de raisons. Il a un esprit libéral et réformateur et à la fois très proche de la misère humaine. Une vie extrêmement courte, 39 ans, et quelle richesse au niveau des œuvres qu'il nous a laissées. 70 œuvres plus 117 fables, et qui nous ont laissé finalement des épilogues, des maximes qui sont très intéressantes, que tout le monde connaît, dans la fable Grillon, pour vivre heureux, vivons cachés, dans le vacher et le garde-chasse, chacun chez soi, les vaches seront mieux gardées. C'est qu'il y a quand même un certain nombre de maximes qui sont restées. Les Sauvains ont appris des fables à l'école de Sauve, et le directeur de l'école de Sauve me disait récemment qu'il a même fait faire une fable de Florian en bande dessinée par les élèves. Et Florian avait énormément de dons concernant ses pastorales, concernant ses poèmes galants, ses billets, comme on appelait à l'époque, notamment le billet « C'est mon ami », qui a été mis en musique par Marie-Antoinette, qui était une très bonne musicienne, que on ne sait pas toujours, et qui appréciait beaucoup Florian. Spécialiste du bâti ancien et sauvin de quelques dizaines d'années, Jean-Jacques Algros a le don de faire parler les façades, et particulièrement celle-ci, qui est la façade arrière de la maison de naissance de Florian. Il faut se rendre compte que ce front de Sauve, si la forme générale n'a pas bougé, dans le détail, ça a beaucoup bougé. On a été défensif, protégé par le Vidourle, protégé par cette maçonnerie qui est très verticale et très haute.
fenêtre avec ces espèces de tourelles qui sont en fait des distributions. À l'intérieur, on a les escaliers médiévaux à noyau central. Et c'est bien clair qu'à une époque plus ancienne où il y avait une fonction défensive, il n'y avait pas tous ces percements. La forme des percements va dépendre de la forme des fenêtres et la forme des fenêtres va dépendre en fait de la taille de vitrage qu'on peut obtenir. À l'époque médiévale, on est en vitrail, des verres de toute petite surface. Ça va s'améliorer particulièrement au XVIIe siècle où on aura la fenêtre à petit bois, un meneau en bois et petit bois. Après, au XVIIIe, on aura 2 gros ouvrants, souvent sous un arc segment, encore avec des petits bois. Et au XIXe, on aura encore la taille de vitrage que vous voyez régulièrement, avec des fenêtres qui ont 2 vantaux et 4 parties de verre à chaque ventail. Martine Mourizard et Pierre-Albert Clément, historiens de Sauve, relatent ensemble l'épopée de la fourche en micocoulier qui a pris racine ici et nulle part ailleurs en France. C'est un savoir-faire, c'est un énorme travail. 8 ans pour faire une fourche. Pour le voir pousser une fourche. Et après la pousser et en même temps la conduire. Oui. Et surtout que les 3 becs grandissent en même temps. Bien, qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc de l'évolution de la fourche à Sauve à travers les siècles? C'est arrivé au début du Moyen-Âge. Oui. Alors, est-ce que ce sont les Arabes, comme on dit, qui ont introduit ce savoir-faire, ou est-ce que ce sont des Visigoths chassés d'Espagne par les Arabes, qui sont revenus se mettre à l'abri chez nous, oui, qui ont ramené d'Espagne l'art de fabriquer les fourches? Alors tout ça, c'est encore élucidé. Il y a eu d'abord un groupement d'artisans fabriquant les fourches, qui se sont groupés pour acheter en commun. Alors ça a d'abord été un groupement d'achat des fabricants, et ensuite, comme les producteurs se sont rendus compte que ne leur payaient pas leur production assez chère, c'est eux-mêmes qui se sont regroupés et qui ont commandité les artisans. Je crois qu'il y a une date qui est quand même donnée pour la mise en place de ce système, qui est 1688. Il y a eu aussi quelque chose au niveau des assurances, un système mutuel aussi. Oui. Oui, ça se passe pendant la guerre des Camisards. Oui. Alors il y a eu quantité d'incidents entre les catholiques et les réformés, ici à Sauve. Oui. Et je pense que ce sont des catholiques qui sont allés scier les fourches avant qu'on ne les recueille. Alors il y avait une partie des producteurs qui étaient ruinés, et à ce moment-là, ils ont décidé, leur association a décidé que les dommages seraient pris en commun. Alors sur la recette de la vente des fourches qui n'avaient pas été abîmées, oui, on a payé les producteurs. C'était des novateurs. Enfin, c'est l'ancêtre des mutuelles agricoles modernes. C'est revenu après la guerre de 40. Alors il est vrai qu'après, la production a quand même étalé en diminuant régulièrement jusqu'à nos jours. Passant de 80 000 fourches par an au début du siècle dernier à moins de 1000 à la fin du même siècle. Mais là encore, toujours novateurs, les coopérateurs, comme l'explique leur dernier président Jean Gazan, réussissent en 1993 à faire en sorte qu'une activité qui n'est plus rentable puisse devenir une association productive. Et que nous sommes arrivés à pouvoir à donner cette coopérative à la ville de Sauve. Et à continuer donc. Parce que si on n'avait rien fait, les 15 ou 20 ou 30 opérateurs qui restaient, là, et bien on laissait mourir, on laissait tomber, c'était fini. Alors à ce moment-là, il y a une association qui va s'appeler le Fanabreg, qui s'est engagée à ce que la culture et puis la fabrication des fourches perdurent. Et donc le projet du conservatoire s'est imposé. C'est quelque chose qui n'arrête pas d'évoluer depuis sa création, depuis 2003. Outre la production des fourches,
qui a concerné depuis le Moyen-Âge toute la population du village en tant qu'activité complémentaire, les ateliers de bonneterie ont joué un rôle économique déterminant à partir du XVIIIe siècle. C'était artisanal, c'était familial. Dans les familles, il y avait des petits métiers qui faisaient les bas, qui faisaient les chaussettes, qui faisaient les chapeaux ou autres, qui faisaient acheter ensuite par les patrons. Jusqu'au carrefour, c'est-à-dire à 60 mètres ou 80 mètres, vous aviez tout cet immeuble qui était, où était la famille Montbenous. La famille Montbenous était un bonnetier et il occupait toute la partie, je vous dis, jusqu'au carrefour. Parce qu'ils avaient racheté plusieurs maisons. Plusieurs maisons. Au fur et à mesure de ils ont acheté plusieurs maisons, voilà. Il devait y avoir entre 200 ou 250 employés. Il y avait beaucoup de monde. Alors seulement ce monde, il était réparti dans des chambres, dans des escaliers. Oui, voilà. Ce n'est pas une usine comme on l'imagine, tout le monde à la file. On ne pouvait pas les surveiller. Et c'est pour ça qu'elles étaient aux pièces. Et il fallait qu'à la fin de la journée, les sorties tant de paires de bas ou tant de camisoles. Et quelquefois, vous aviez des gens qui allaient faire la soupe ou partir faire un potage depuis son travail, rester peut-être 10 minutes, un quart d'heure et revenir travailler. Les femmes qui étaient curieuses allaient voir les mariés, le mariage et toutes les toilettes. Il y en avait plusieurs à Sauve, une usine de bonnetterie. Mais ce système, cette libéralité, je ne l'ai vu qu'à cette usine. Mes grands-parents maternels habitaient Sauve et étaient propriétaires de l'usine de la Moulette. Et là, il y avait eu le cardage de coton. Et le coton venait d'Égypte, puisque c'était un coton de très grande qualité. Donc c'est une usine qui a marché pendant pas mal d'années, jusqu'en 1945 à peu près, et dont les ruines ont été rasées en 1965. Et c'était un coton qui était extrêmement recherché et qui servait pour les pansements pour les soldats du front. Et c'est ce qu'on appelle le coton hydrophile. C'était le coton hydrophile, exactement. Voilà. Il y avait quand même une certaine surveillance. C'est-à-dire, moi je vois maman qui me l'avait dit ça. Elle a commencé à travailler en bonnetterie à 11 ans. Elle travaillait à 11 ans. Elle travaillait à une usine au Coulondre qui était à la maison des comptes. Et maman me disait, quand il arrivait l'inspecteur pour voir les conditions, ils avaient tout autour, enfin à côté, ils avaient des grandes caisses en bois pour l'arrivée du coton. Les fameuses caisses en bois que vous avez vues. Et les jeunes qui étaient là, 2 ou 3 jeunes qui travaillaient trop jeunes, en définitive, pour se camoufler, sautaient dans des caisses en bois pour se camoufler. Et c'était assez particulier. Ils se cachaient, quoi. On pouvait entrer dans les ateliers de bonnetterie. Ma tante travaillait dans un atelier de bonnetterie qui était plein de machines avec des courroies et des tas de trucs. On ne supporterait pas que les ouvriers s'en approchent. À l'époque, un petit gamin, il ne fallait pas entrer en bande et aller chahuter, mais un gamin ou deux qui entrait dans un atelier de bonnetterie. Bon, alors, comment ça va, Maurice? Ah oui, ta tata est là-bas. J'allais voir ma tata qui travaillait à son banc. On pouvait entrer dans les ateliers de boissellerie. Là aussi, il y avait des scies circulaires, des scies à ruban, des dégauchisseuses, des machines horribles. On pouvait s'approcher, demander des explications, voir un peu comment marchaient les fours à vapeur pour redresser les bois. On pouvait s'approcher des fours où on enfournait les fourches. Il n'y avait aucun problème. Les enfants étaient respectueux des adultes et les adultes se tenaient pour responsables du gamin qui était là. Voilà. C'était l'enfance libre d'autrefois, c'est-à-dire que les enfants pouvaient parcourir les rues, faire les 400 coups. On était toujours sous l'œil de la population. C'est qu'un adulte nous grondait, c'était très important. Un des plus beaux souvenirs de ma mère, avant de se marier, elle aussi travaillait dans une bonnetterie qui a disparu aussi, qui était dans la traverse de Vibra, qui appartenait aux parents de M. Gobiac, qui vit encore. Et ma mère se souvenait qu'un des plus beaux souvenirs de sa vie, ça a été un dimanche matin. Le patron a amené ses ouvrières voir le soleil se lever au sommet de Coutard. Ils sont partis en pleine nuit, ils sont montés là-haut, et de là-haut, pour elle, c'était un des plus beaux souvenirs de sa vie. Le patron amenant ses employés voir le soleil se lever du haut de Coutard. C'était une autre civilisation.
Après le certificat d'études, nous on se retrouvait au travail, hein. Il n'y avait pas les écoles pour nous, hein. Donc j'ai travaillé chez Montbenous. Et j'y ai travaillé jusqu'à ce que je parte de l'armée, c'est-à-dire 20 ans et demi. Et oui. Et quand je suis revenu de l'armée, 29 mois après, la maison avait fermé, quoi. Le textile a périclité dans toute la région. Hein. Exactement. Exactement. C'était une catastrophe d'ailleurs, tous ces emplois qui disparaissaient. Il y a beaucoup de gens de mon âge qui se sont un petit peu expatriés. Sitôt que les bonnetteries ont fermé, Sauve s'est vidé. Hein. Bien sûr. Ah ouais. Et heureusement qu'il y a eu les Italiens et les Espagnols qui sont arrivés. Moi, c'est vrai que quand mon père est arrivé à Sauve chez Camplin, il y a beaucoup d'Italiens qui sont arrivés dans les années, je dirais, entre 52 à 60. Beaucoup d'Italiens qui sont arrivés de la région de Pouille, d'ailleurs, la grande majorité. Monsieur Camplin était un monsieur au départ, où mon père a travaillé dès le départ avec lui, où il ramassait des pommes et des piquets de châtaignes. Et ils sont venus à Sauve, ils ont créé la distillerie. Et mon père était un peu le contremaître, avec Jean, si vous pourriez dire, hein, le contremaître de cette entreprise qui a énormément grandi, où à la place maintenant de la gendarmerie des HLM, et bien, ou du notaire, tout ça c'était l'entreprise de Camplin, avec d'énormes scieries, c'était vraiment impressionnant. Surtout le dessus, c'était des charbonnières. Quand M. Camplin a pris le déboisement des pipelines, alors il s'était chargé de déboiser, étant donné que c'était sa profession, de déboiser les pipelines, le forestier, il déboisait l'emplacement du pipeline, et à ce moment-là, il a fait rentrer beaucoup de main-d'œuvre étrangère. Alors les hommes sont rentrés les premiers, puis ils ont ramené leur famille par la suite. Et ça a été la... Mais en fait, ça a été... C'est plutôt... quelque chose qui a été local, puisque ça s'est passé sur Sauve. Mais ce n'est pas une immigration nationale ou tellement importante. Ça fait une concentration de gens sur le village, mais pas ailleurs, quoi. Ça ne s'est pas produit ailleurs. Les familles étaient nombreuses, ces familles de nouveaux venus étaient nombreuses, mais il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas spécialement eu de rejet de la part Je de... vous dis que la mutation de ces Italiens et des Français, ça s'est fait normalement. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il y a eu du travail. Et puis deuxièmement, que tout le monde était bien vu. Il faut dire qu'ils se pliaient, c'est eux, se pliaient à la méthode du village. Ou alors ils étaient entre eux. Mon père est arrivé en 70 avec un contrat pour tant de mois, je ne sais pas exactement, avec l'idée de repartir, mais bon, comme là-bas c'était pas évident, qu'il n'avait pas de travail, donc il a continué là, mais le travail à la terre ne lui plaisait pas du tout. Et les contraintes, et c'était le samedi, le dimanche, c'était... Donc il a trouvé un autre travail, et dans la maçonnerie, puisqu'il n'y avait que ça, et on est venu habiter à Sauve. La plupart des familles de Sauve, ça s'est passé comme ça. Quand on est arrivé à Sauve, on a été très surpris, parce qu'on venait d'un village typique andalou, avec les maisons tout blancs, quoi, et on est arrivé à Sauve, moi j'ai un souvenir, j'avais 4-5 ans, même mes frères et sœurs choqués, parce qu'on n'était pas habitués à ça, quoi. Ça faisait village fantôme. Un peu, oui. Et comment ça s'est passé une fois installé ici? Ça a été un peu difficile parce qu'on ne savait pas parler le français, évidemment, mes parents non plus. Et les Espagnols restaient entre eux ou ils se mélangeaient? Moi, j'ai le souvenir que oui, ils restaient entre eux. J'ai quand même un petit peu le souvenir qu'on était des Espagnols qui arrivaient et on a été bien accueillis, mais on était des Espagnols. Et puis il y a eu la vague d'Italiens. Il y a eu la vague d'Italiens aussi, oui. Mais tous ces gens-là se sont mis au boulot, c'est pour ça que moi je les estime. Je dis même qu'ils ont sauvé les vieux quartiers de Sauve avec leur courage de faire du travail dans des vieilles maisons qui aujourd'hui sont belles. Hein. Que ce soit les Italiens ou les Espagnols, ils ont fait leur place. Hein. Oui. Ça c'est sûr. Oui, oui. Maintenant, on est sauvés.
des hippies à Sauve. C'était quelque chose. C'était quelque chose d'extraordinaire. Les jupes longues. Ça nous surprenait de voir cette façon de vivre, bien sûr, parce qu'ils avaient un comportement un peu particulier, bien sûr. Ils se sont intégrés en définitive, et Oui. nous on les a acceptés aussi, hein. Ils font partie de Sauve maintenant. Moi, je suis arrivée en fait à Sauve en 72. Je venais d'une communauté dans les Cévennes. Et puis, bon, l'endroit où on était, c'était pas super. On devait partir acheter une maison en Aveyron, donc on s'est posé sur Sauve. Ça devait être du provisoire, et puis du provisoire qui dure toujours, quoi. Je l'ai vécu avec des gens qui arrivaient avec des grandes lumières, qui voulaient tout bouleverser, parce que quand ils ont vu le village de Sauve, les Cévennes, tout ça, ils ont dit, mais ce sont des gens qui ne connaissent rien, ils n'ont pas vu ce que c'était que la vie, ils ne connaissent pas le développement, ils ne connaissent rien. Alors ils ont dit, une chèvre, un mouton et un peu de jardin, on passera. Mais la chèvre, elle a sorti le lait par les cornes, le mouton, il a mangé sa laine, le jardin n'a rien produit, et eux sont repartis. Ça, il y en a beaucoup qui sont repartis, parce qu'ils sont descendus. Ceux qui sont venus s'installer ici, ce sont des gens qui arrivaient avec une certaine instruction quand même. Ils n'arrivaient pas, c'était pas des cancres. Moi, j'étais professeur de lettres classiques, français, latin, grec. Enfin, j'ai enseigné peu de temps, hein. J'ai enseigné 2-3 ans. Après, je suis venue ici. J'ai eu ces gens-là pour travailler, parce que j'avais fait un peu de jardin à un certain moment donné. Et on me dit, quand on parlait comme ça, on me dit, mais l'instruction, ça sert à rien, ça sert à rien. Alors j'ai dit, oui, ça sert à rien. Celui qui l'en a, il ne se rend pas compte que la richesse qu'il a. Mais celui qui ne l'a pas, quand il ne sait pas lire ce qu'on lui dit, quand il ne sait pas répondre à une lettre, quand il ne sait pas écrire les mots qui correspondent, celui-là, il est embêté. Oui, mais tu sais, on comprend toujours, on me dit qu'on comprend toujours. Non, on ne comprend pas. On ne comprend pas. On a de l'instruction, on ne se rend pas compte qu'on l'a. Et alors là, je me disais, quel gâchis quand même, des gens qui sont allés à l'école pendant aussi longtemps, qui ont des possibilités, qui parlent plusieurs langues, et puis laisser tout ça comme ça. Non, je ne le comprenais pas trop. Je pense que j'ai fait partie de ces gens, être appelés hippies. Les hippies. Comment vous avez reçu ça, vous? Toute cette Puis, vague moi, de j'étais jeunes. jeune, on a été étonnés que des jeunes arrivent comme ça, sans rien faire. Beaucoup de gens parlaient de vous, parce que bon, vous faisiez je me rappelle des bijoux, ce genre de choses-là, quoi. Non, c'est l'artisanat. Ou de l'artisanat. On faisait des bijoux essentiellement, qu'on vendait l'été à Avignon. Vous aviez, par rapport à la vie classique des Sauvains, je veux dire, une vie différente. Et nous, en tant qu'adolescents, on regardait ça d'une façon intéressée. Et, enfin, je veux dire, je pense, franchement, ça a participé à notre ouverture d'esprit. Franchement, je le crois véritablement. Ah oui, tu voyais un autre modèle de vie. Complètement, complètement. Bon, ça c'était 68 qui nous avait ouvert à ça, hein, prendre en considération les autres, également c'est peut-être un peu l'amour libre, enfin l'amour tout court, hein, être, c'est ça, plus disponible, je pense, à tout le monde. Le truc qui m'énervait, c'est qu'on nous prenne pour des dévoyés, ou tu vois, n'importe qui couche avec tout le monde, alors que c'était pas ça du tout. C'est pas parce que tu portes des grandes robes avec des grands jupons, et voilà, que du coup ça veut dire que tu es une fille de mauvaise vie ou autre. Alors c'est vrai qu'il y en a qui se sont bien trompés, et puis il y en a d'autres quand même qui ont réussi. Moi, ah mais il y en a qui ont réussi, pas tout. Donc il y avait effectivement les gens courageux, et puis ceux qui pensaient que juste le soleil... Donc voilà, le soleil allait suffisant. Les filles à papa, il faut dire la réalité. Il y en a eu aussi. Il y en a eu qui recevaient des chèques et qui cherchaient pas. Nous, on a connu ça. Moi, je l'ai connu. Qui recevaient des chèques et ils ne cherchaient pas à travailler, ils cherchaient à faire plutôt un métier. C'est pour ça, c'est ça qui a fait du tort, je crois. Mais j'ai toujours très bien cohabité avec tous ces gens-là, parce que bon, je laisse faire. Hein. Je laisse faire, je les écoute, je dis bon, et remarquez une chose, qu'en parlant, ils m'ont beaucoup appris quand même. Et chacun a fait sa vie. Cette communauté, on est toujours quand même en contact de temps en temps les uns avec les autres. Mais voilà, moi j'ai fait donc ma vie à Sauve. À ce moment-là, bon, je devais avoir une trentaine d'années. Enfin, pour nous, peut-être qu'on était un peu plus évolués que les parents, c'est normal. Hein. Ça nous a moins choqués. Par contre, je me rappelle de la télévision, quand on l'a eu, ma grand-mère, on riait, nous disait ne riez surtout pas parce qu'ils voient qu'on se fiche d'eux.
Elle n'arrivait pas. C'est-à-dire l'évolution a été tellement rapide qu'ils ne pouvaient pas s'imaginer que les personnes qui étaient dans la télévision, l'image, ne nous voient pas. Et oui, selon quand De Gaulle parlait à la télé, elle se changeait avant de regarder De Gaulle. Elle disait qu'il faut être correct. Et oui. Nous, avant l'été, on se mettait devant ma porte qui est assez large. Tout le monde amenait sa chaise, on était peut-être... on était 10-12, hein. Maintenant on se regarde moins, même nous, on se souvient, quoi. Parce qu'on en revient toujours pareil, c'est cette télévision, les voitures et tout. Qui ont séparé les gens de vivre entre eux. On ne peut pas juger ce que c'était avant et maintenant. Parce que toute la population slovène, eh bien moi on ne le reconnaît plus. Moi je dis la vérité, on ne le reconnaît plus. On a tout le temps été ici, alors. On tient dans notre village. On tient dans notre village, ça c'est sûr. Comment Aline et Robert Crumb, le fameux couple de cartoonistes américains, sont venus s'installer ici en 1991. Et quand vous avez cherché à partir des États-Unis, vous aviez déjà décidé que ça serait pour venir en France? Oui, un peu, parce que on a travaillé beaucoup avec un agent à Paris, et alors on a gagné beaucoup de notre vie dans cette époque en Europe. Et l'agent Robert qui est déménagé à Paris, et j'avais des très bons amis à Montpellier. So on a dit on veut vivre en France peut-être, mais pas à Paris, c'est trop grande. Mais on a dit on veut vivre dans un village où il y a une école, une épicerie, un restaurant. Voilà. It was really surprising to come to this area of how beautiful and sweet it was, and yet how underpopulated it was. The village was, all these villages around here were half empty in 20 years ago. Quand on est arrivé, il n'y avait pas de jeunes ici parce qu'il n'y avait pas de boulot. Il y avait des vieux et un peu de gens un peu fous. Mais c'est tout, parce que des gens excentriques, un peu marginaux et tout ça. Mais des jeunes qui voulaient travailler, ils sont partis parce qu'il n'y avait pas de boulot. Et nous, on a senti confortable à l'aise ici, presque immédiatement, et ça on ne peut pas dire pourquoi non plus, parce qu'on était des extraterrestres complètement. But there's, you had the Italians, the Spanish people, it's not like moving to a small village in Germany or something, or even in the north of France. Ben nous, on habite à Sauve à temps plein, disons, depuis maintenant 1980. Et moi, je suis originaire, en fait, de ce village, de Sauve. Parce que donc, ma mère était née à Sauve, et mon grand-père était le patron d'une usine qui s'appelait La Moulette. On s'est rencontrés parce que nos familles se connaissaient. Et moi, je venais avec mes parents voir les amis gagner à Sauve pour les vacances. Donc je connais Sauve depuis toute petite. Et vous êtes arrivé ici, quand même, Robert était connu, mondialement connu. Mais sur Sauve, en fait, j'ai l'impression que ça s'est relativement bien passé. Donc, avec les gens du village, c'était impeccable parce que, comme Katou a dit, on n'était pas trop connus ici par les gens du village. Ça, c'était un très bon côté pour nous, surtout pour notre fille aussi, parce qu'on était comme les autres. Parce que j'étais obligée d'aller à l'école avec elle, et j'étais obligée d'essayer de comprendre, et de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et voilà, j'étais acceptée immédiatement. Et ça, c'était incroyable, c'était un grand plaisir, vraiment. Quand nos enfants étaient à l'école de Sauve, à un moment, ils ont cherché un président pour l'amicale des parents d'élèves. Bon, c'est toujours un peu difficile à trouver. Alors j'ai dit, bon, peut-être s'il n'y a pas trop de travail, je veux bien m'y mettre. Et en fait, ça a fait beaucoup de travail. Parce qu'au départ, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était du temps de Fabius. Il a lancé un programme informatique en France qui s'appelait Informatique pour tous. Et pendant qu'il y en a qui faisaient de l'informatique, il a fallu s'occuper des autres. Alors on s'est dit, on va faire du théâtre, du chant, du bricolage. Ça a été assez efficace, que même l'instit, donc Mme Cardinal, me disait, mais c'est rigolo, cet enfant, là, il n'arrivait pas à lire, mais depuis que vous lui avez appris à faire du vélo, ça y est, il s'est déclenché. On avait mis Robert à contribution, je ne sais pas si tu te souviens, on lui avait fait, c'était l'époque des pins. Normalement, tous les enfants de Sauve doivent en avoir gardé un. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on a réussi non seulement à entrer nous dans l'école, mais à faire entrer beaucoup de parents qui venaient de tas de milieux différents. Il y a eu un brassage. Et chacun avait proposé une spécialité, ça pouvait être le jardinage, le bricolage, la chorale, tu vois, très très varié. Et tous les enfants faisaient obligatoirement tous les ateliers. C'est incroyable.
l'époque où on était à l'école primaire, il y avait déjà une grosse union des parents d'élèves, une association de parents d'élèves qui était ultra motivée. Enfin, il y avait... Et tout ça, ça a donné une énergie à pas mal de gens par la suite, quoi. Par le fait qu'on devienne plus grand aussi, et ben, il y a eu des gens qui se sont dit, bon, cette énergie, on va en faire quelque chose. Il y a des choses qui se sont créées, quoi. Enfin, moi, j'ai toujours essayé d'ouvrir l'école aux parents. Donc, si vous voulez, c'était une convergence d'intérêts parce qu'il y avait des parents d'élèves qui étaient tout à fait capables d'organiser tout plein d'activités. On avait 4 jours d'école, 4, oui, c'est ça. Et on avait 4 jours et demi, en fait, on avait une demi-journée en plus, ah oui, parfois même une journée. Voilà. Mais on y allait avec plaisir. plaisir parce que c'était pour faire de la ferronnerie, de la cuisine, enfin ça c'est des souvenirs qu'on a encore. Hein. En tant que gamin, c'est génial de faire ces trucs-là. Et surtout, les parents ont su, si vous voulez, rester dans leur rôle. Enfin, je veux dire, c'était une relation bien comprise. Et c'est vrai que pendant plusieurs années, on a fait des ateliers qui ont fait que bon, c'était plus facile pour tout le monde. Vous avez fait ça combien d'années à l'école? Vous avez travaillé? Bah écoute, je sais pas, moi j'ai l'impression on a commencé, il me semble que c'était en 85 ou 85 jusqu'en 92. Mais en même temps, si on vit dans un village et on aime les villages, c'est normal qu'on participe. C'est normal qu'on participe, on fait beaucoup de choses dans le village aussi. And I made those drawings when we first came here of the village outside, so that people knew that I was an artist, and, you know, see what I was about. Je crois que nous sommes arrivés, il y avait des autres qui sont arrivés la même année que nous. Peut-être c'était le premier début d'une nouvelle vague. Moi, je pense que c'est quand même une continuité, parce que nous, quand on est arrivés, on a connu les gens par l'école, et je me souviens de ta mère, ma belle-mère, quand les filles rentraient de l'école, elle disait alors, comment s'appellent tes amis, c'est quoi leur nom de famille, et ma belle-mère connaissait plus du tout les noms de famille. Il y a eu un brassage. Donc il y a toujours eu des brassages, et c'est vrai que ma belle-mère était à l'école à Sauve, donc elle connaissait toutes les familles de Sauve. Et je crois qu'on avait compté le nombre de nationalités qu'il y avait 26, sur Sauve. je crois. C'était assez important. Il y a quelque chose de spécial ici, je ne sais pas quoi exactement, un magnétisme. It's always been like that. Going all the way back to ancient times, it's been a place where people came from other places as a refuge. Always was like that here. That's a great place to live. Et maintenant, on est sûr qu'on va vivre ici le reste de notre vie parce qu'on a un petit-fils qui est moitié français maintenant et on est vraiment bien intégré maintenant parce que voilà, notre fille a marié un français et voilà, on est là pour la vie maintenant. Now we're connected by blood. By blood, voilà, ça c'est une vraie connexion. Voilà. That's right. Je me suis installée à Sauve en 97. Géographiquement, le site est mystérieux quand même. C'est adossé à la mer des Rochers, le Vidourle en bas, les Vidoules souterrains. Il y a quelque chose qui est vraiment le vernaculaire, l'origine, les racines. Il n'y a pas de doute qu'il attire par son pittoresque. Et on sent que ça a été, les murs parlent, que ça a été une cité au fond relativement florissante. Il y a quand même quelques très belles façades et en même temps un certain délabrement. C'est ce qui nous attirait beaucoup à Sauve. Ici, il y a ce que j'appellerais une densité relationnelle. Même quand il y a des inimités, des rivalités, les gens se connaissent. Ça discute, éventuellement ça s'engueule. Et cette pluralité, ce nombre de gens d'origines différentes, et ça monte très loin, je crois, ça fait un melting pot absolument extraordinaire. Et je crois, entre le nombre d'artistes, ou d'artisans d'art, et de métiers différents, tout ne baigne pas, mais c'est quand même une richesse que ces diversités rassemblées ici. Ce qui m'a attirée à Sauve, et qui m'a réjouie en même temps, c'est justement le fait qu'autant de nationalités se côtoient. Et j'ai l'impression que ce village, qui est une sorte, moi je l'appelle le village, mais V''I, accent circonflexe, comme une île. Parce que je trouve que c'est un monde, très beau. À la fois un monde à part, relié par les ponts. Et on fait la démarche de venir à Sauve, mais quand on y est, c'est comme un microcosme, c'est un petit peu tout le monde qui est représenté à Sauve. Remonter la Grande Rue ou descendre la Grande Rue de Sauve et ne pas entendre un mot de français, mais entendre de l'anglais, de l'hébreu, du suédois, et je trouve ça fabuleux. Je viens de Montpellier et je n'ai jamais rencontré ça. Mais c'est une particularité de Sauve, et pour moi c'est une particularité qui est une très grande richesse.
Je pense que l'apport originaire des Italiens et Espagnols a été une richesse pour Sauve. Et puis après, il est venu des personnes étrangères, françaises, mais étrangères au village. Et pour moi, c'était une richesse, en sens que chaque fois, c'est des personnes qui apportent un plus culturel, un plus sur le social, un plus... Donc, je sais qu'il y a eu des clivages entre les néo, les Souverains ou pas Souverains, etc. Pour moi, vous êtes là depuis 2 ans, moi je vous conseille une Sauvaine au même titre que moi. Voilà. Parce que l'apport de catégories sociales et culturelles ne peut être qu'une richesse. Dans mon mandat de maire, j'essaie vraiment de donner à chacun la place qu'il doit occuper et l'espace de liberté pour qu'il puisse s'exprimer et apporter un plus au village. Voilà. Je suis passé sur la route il y a 30 ans et j'ai vu le front de village, ça m'a beaucoup plu. Je me suis dit, il faut que j'aille voir ça de plus près. Je me plais beaucoup ici parce qu'il y a beaucoup d'éclectisme dans la population, les gens sont très variés. Il y a plus de 25 nationalités, beaucoup d'artistes, on se sent bien. Et je crois qu'il y a 1800 habitants même maintenant aujourd'hui. Chaim Seligman, et j'ai mon atelier depuis 13 ans ici à Sauve. Et moi je fabrique des flûtes en bambou que je vais chercher en Asie. Et voilà, c'est des flûtes traversières qui sont prisées en général dans différentes disciplines musicales, que ce soit jazz, classique, traditionnel, médiéval. Et ça c'est mon antre, c'est là où je passe mes journées à travailler, à recevoir mes clients et mes amis. J'ai acheté cette maison avec mon mari il y a 12 ans, c'était une ruine et on avait dans l'idée de faire un lieu un peu vivant à Sauve. Et donc on a créé un restaurant et un lieu où on accueille des créateurs et on expose nos créations aussi. Moi je fais des bijoux en argent, mon mari fait des luminaires et on aime bien qu'il y ait aussi un mouvement avec d'autres gens. Rue de Bonnefond, atelier du Vallon, reproduction d'objets d'art. Donc je suis à Sauve depuis 4 ans. Ici ce sont des reproductions des moulages. L'idée est de faire des reproductions d'excellente qualité, de diffuser la beauté, diffuser le beau, en utilisant les moyens techniques disponibles et en réinterprétant aux besoins. Voilà. Soraya Toit, peintre. Vous êtes ici dans mon atelier. Karl, musicien. On habite à la maison des Comtes et Sauve depuis 3 ans. Je suis guitariste, je suis chef d'orchestre, j'ai fait ces mêmes choses aux Pays-Bas. Et ici, j'ai monté un petit orchestre de chambre, 12 musiciens, le Triomphe de l'amour. Et en fait, on se trouve en étant en train d'organiser des choses, des expositions dans la maison. Oui, parce que la maison est grande et les murs invitent pour ça. Mais il y a aussi une petite salle en bas qui est une merveilleuse salle de musique. Le plaisir d'être ici est augmenté avec des dizaines et des centaines dans le partage. Sylvie Danieli, atelier Galerie Poussière d'étoiles. Donc ici c'est mon atelier où je peins mes galets en micro-peinture et j'expose toute l'année divers artistes et créateurs tous les mois. Emma Schulman, je suis modiste, vous êtes à jour de chance. Donc je vous présente mon travail ici dans cette pièce. Des chapeaux, des bibis, des accessoires. Romain Mercier, je suis dans la céramique depuis une dizaine d'années et je me suis installé à Sauve il y a 1 an où je fabrique des pièces en terre vernissée. Je m'appelle Zoé Figeac, je suis dessinatrice. Je fais des dessins uniques ou des dessins dans des livres pour adultes, des livres pour enfants, des affiches. J'aime bien à la fois qu'on comprenne tout de suite ce que je veux dire, comme dans un dessin de presse par exemple. Mais vu que je ne fais pas du dessin de presse, je fais aussi du dessin qui se regarde plusieurs fois.
Donc je cache souvent une petite astuce qu'on verra plus tard, qu'on ne voit pas du premier coup. On a cette galerie ensemble et c'est Judy qui a commencé avec son association. Voilà, En quelle année? C'était en 2005. Vraiment, quand on a créé la galerie, le but de l'association, c'était de la promotion de l'art. Et essayer que tous les artistes qui n'ont pas un atelier ou une galerie pour exposer leurs œuvres, ils puissent le faire depuis chez nous. Et ça, on a commencé avec une dizaine d'artistes et maintenant on est déjà 37 artistes permanents dans la galerie. Et en dehors de la galerie, on continue toujours à faire nos ateliers de poterie. Et elle fait de poterie elle-même aussi. Oui, je suis céramiste, je suis colombienne. Et on trouve mes livres ici, le livre de mon mari, le livre de ma fille. Voilà. C'est une famille de BD, des illustrateurs et je fais de peinture et d'autres choses aussi. C'est un plaisir de vivre ici et d'exposer ici avec des autres artistes d'ici. Je suis artificier par ailleurs, qui est un peu mon gagne-pain, régisseur de spectacles, d'événementiels un peu partout dans le monde. Je suis arrivé à Sauve il y a une dizaine d'années, et au bout d'1 an et demi à Sauve, à travers un collectif de gens ici, on a créé les Géants du Sud. Donc là, le propos de cette association à ce moment-là, c'était de faire une association de bénévoles qui se mettaient, voilà, chacun dans un investissement personnel de construction de marionnettes géantes. Ça s'est développé, on a construit donc une marionnette, deux marionnettes. On fonctionnait en bénévole, on fonctionne un peu différemment aujourd'hui, mais on a toujours évidemment le fonds d'une trésorerie qui permet de faire de la création. Il y a une dizaine de projets en route, sans le soupçonner au départ. On a permis à beaucoup de gens de partir sur des plans à l'étranger, assez sympa. On était à Cuba, on était en Guyane 3 fois, on était au Maroc construire, eux ils étaient en Inde officiel servant, tout ça. En Corée en aussi, Corée, voilà, donc il y a des gens qui n'étaient pas trop habitués à partout. voyager, qui se retrouvaient en branlée là-dedans. Oui, parce qu'on a quand même des gens du village qui sont vraiment des autochtones nés à Sauve ou vraiment là depuis très longtemps et qui, justement, à qui on offre une ouverture quoi, sur la rue, sur le public, sur les autres pays. On répond à un besoin, à une attente en tous les cas des gens autour de Sauve, des villages alentours qui aiment qu'il y ait un peu d'animation dans le coin, quoi, forcément. L'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Cette maxime de Robert Filiou, né à Sauve en 1926, n'a pas fini de faire vibrer son village natal. Quand je suis arrivé à Sauve, Filiou était déjà mort. C'est quelqu'un qui a traversé quand même la réflexion de l'art du XXe siècle avec une densité, parce qu'il a mis en discussion, il a vu, il a su dénoncer de façon créative, qui est le plus difficile, la dimension de l'art comme art séparé. Je pense qu'il fait partie de cette minorité qui a prétendu de faire un mouvement vers un renversement de perspective de l'œuvre d'art et plus généralement de la créativité humaine. Être humain, ça veut dire être artiste et surtout, je trouve, être artiste doit vouloir dire être humain. Sinon, ça risque d'être un rôle de plus dans un monde de fantômes. Il a toutes les sensibilités pour critiquer l'art comme un phénomène séparé et veut la réintroduire dans la vie courante, dans la vie quotidienne. C'est-à-dire Filiou était dans le passage à l'art, dans le changement. Il a exprimé sa radicalité à lui de façon poétique. Je trouve ça c'est tout à fait respectable. Vous voulez que je vous raconte l'histoire de l'art? Chuchoter, mais pas vraiment chuchoter. Ah, tout a commencé un 17 janvier, il y a 1 million d'années. À 10h30 précise, le matin, un homme était assis seul au bord d'un ruisseau. Où courent les ruisseaux, se dit-il, et pourquoi? Pourquoi les ruisseaux courent-ils là où ils courent? Enfin quoi, vous voyez? Ne pas attirer de confusion, c'est ça qui est le plus important.
avant et après tu souffles tout. Ouais. C'est une bonne idée.